toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Brémond-Gignac. Bonjour professeur. Bonjour Marina. Alors, vous êtes ophtalmologue spécialisé en pédiatrie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos fonctions exactes? Oui, alors donc je suis Dominique Brémond-Gignac, professeur d'ophtalmologie, chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades. Bien sûr, je suis spécialisée en ophtalmologie pédiatrique, c'est-à-dire que je m'occupe essentiellement des yeux des enfants. Et je suis par ailleurs coordonnateur du centre de maladies rares en ophtalmologie Ophtara, qui est donc lui aussi situé à l'hôpital Necker Enfants Malades. Alors, pourquoi avoir choisi justement de vous spécialiser dans la vision de l'enfant? D'abord parce que c'est extrêmement intéressant et puis que c'est avec les enfants qu'on va finalement construire notre avenir. Et c'est pour cette raison que j'avais envie de m'intéresser vraiment à la vision des enfants. On établit en plus avec les enfants un lien très particulier qui fait que le lien entre le soignant et l'enfant est très spécial. Et donc c'est toujours très agréable de pouvoir les aider. Alors, j'imagine qu'il y a des étapes clés dans l'évolution de cette vision. Quelles sont-elles? Alors tout à fait, il y a des étapes clés sur la vision de l'enfant parce que à la naissance, évidemment, l'enfant n'a pas du tout la vision de l'adulte, c'est-à-dire qu'à la naissance, il a uniquement 1/20 d'acuité visuelle. Ça pourrait nous paraître extrêmement faible pour nous d'avoir 1/20, mais l'enfant, lui, a beaucoup d'autres sens et il utilise en fait tous ses sens de ce qu'il a à faire, mais il est vrai qu'à 1 mois, finalement, on est relativement limité dans les possibilités techniques. Et puis, progressivement, il va développer sa vision pour avoir environ, effectivement, 1/10 à 1 mois, être aux alentours de 4/10 à peu près à 1 an, et pour arriver à 8-10 à l'âge de 2 ans. Mais cette vision va aussi se perfectionner sur beaucoup d'autres sujets. Il n'y a pas que l'acuité visuelle, il va y avoir le champ visuel, il va y avoir les mouvements oculomoteurs, il va y avoir la vision des couleurs, la vision des contrastes, la vision du relief, qu'on appelle la vision stéréoscopique. Donc tous ces points vont se maturer progressivement jusqu'à l'adolescence en fait. Bon, bien sûr, l'enfant il voit déjà très très bien quand il a atteint 2-3 ans, et donc c'est déjà une très bonne chose. Et quelles sont les anomalies, les pathologies les plus courantes qui touchent les enfants justement? Alors, un point très important, c'est que 20% des enfants de moins de 6 ans ont une anomalie visuelle. Ça paraît beaucoup quand même, c'est pas négligeable, ce qui veut dire qu'il faut vraiment surveiller ces enfants régulièrement. Sur ces 20%, heureusement, la plupart sont ce qu'on appelle des anomalies réfractives, c'est-à-dire myopie, hypermétropie, astigmatisme. Mais ça doit être dépisté, donc il faut vraiment y prêter beaucoup d'attention. Et puis, dans les choses un petit peu moins fréquentes, mais qui existent quand même de façon assez commune, des strabismes et des amblyopies. Alors les strabismes, c'est quand on n'a pas les 2 yeux qui sont alignés tout à fait de la même façon. Et les amblyopies, c'est quand un œil va être beaucoup plus faible que l'autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un œil qui va prendre la dominance, il va être l'œil dominant, et l'autre œil, finalement, ne pourra pas travailler correctement et progressivement va perdre sa vision. Alors, c'est un point très important parce que l'amblyopie, ça peut se rééduquer quand on le prend jeune. Si l'enfant a moins de 6 ans, globalement, on peut rééduquer l'amblyopie. En fait, en théorie, on peut même le rééduquer jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc il ne faut pas hésiter. Mais l'idéal, c'est d'avoir déjà pu identifier cette amblyopie qui survient souvent au plus jeune âge, de l'identifier plutôt vers l'âge de 2-3 ans. Et là, on a les meilleurs résultats quand il n'y a pas de cause en dessous. Sinon, si c'est pris malheureusement trop tardivement, l'adulte va rester en fait avec une baisse de vision d'un œil. Et c'est bien dommage alors qu'on savait qu'on pouvait traiter. Alors à quel moment justement les parents doivent-ils accompagner les enfants pour les faire pour consulter finalement? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qu'ils peuvent voir? Alors très clairement, dès la première semaine de vie, théoriquement, le pédiatre fait un petit check-up rapide des yeux. Et puis le pédiatre ou le médecin généraliste qui suit l'enfant va avoir des points d'étape à 2 mois, à 4 mois, à 9 mois, pour regarder si la vision se développe correctement. Bien sûr, ça reste relativement du dépistage et ce n'est pas un examen complet. Devant le moindre problème, il faudra consulter un ophtalmologiste.
si possible un ophtalmopédiatre, mais comme on n'est pas très nombreux, c'est pas toujours si simple. Et donc cette consultation doit se déclencher si on trouve que l'enfant cligne beaucoup des yeux, ou a du mal à bien reconnaître les choses d'un petit peu loin, ou on voit un petit reflet blanc par exemple, où il y a un strabisme et on voit bien que les yeux ne sont pas alignés. Dans ces cas-là, il faut vraiment aller consulter rapidement. Si on n'arrive pas à voir tout de suite un ophtalmologiste, à ce moment-là, on peut aller déjà voir un orthoptiste qui va permettre de faire un bon dépistage. L'orthoptiste, c'est un métier paramédical de la vision et surtout de l'oculiomotricité. Et donc, les orthoptistes vont pouvoir dépister déjà les problèmes. Et si ces orthoptistes voient qu'il y a un souci, vont pouvoir adresser à l'ophtalmologiste pour un examen plus complet. Mais on peut déjà consulter très tôt pour un enfant, au-delà de 3 mois. Par exemple, si l'enfant a plus de 3 mois et a un strabisme qui persiste, il faut absolument consulter un ophtalmologiste, par exemple. Alors vous intervenez très souvent sur le sujet de la myopie. Qu'est-ce qu'il y a de particulier par rapport à cette amétropie ? Alors, déjà, la myopie est quelque chose qui peut se transmettre dans une famille. Donc, si on sait qu'on est d'une famille de myopes, c'est bien de faire contrôler ses enfants. Alors, qu'est-ce que c'est que la myopie ? La myopie, c'est en moyenne un œil qui est trop grand, ce qui veut dire que les rayons à l'intérieur du globe oculaire ne vont pas être focalisés de façon précise sur la rétine, donc l'enfant va voir flou. Quand on débute une myopie, en fait, ça ne peut que s'aggraver puisque l'enfant va grandir, donc son œil va grandir encore plus, et ce qui veut dire qu'il va devenir de plus en plus myope. Et aujourd'hui, et pourquoi est-ce que j'interviens sur la myopie ? Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de freiner cette myopie. C'est-à-dire, malgré, bien sûr, l'engrenage qui a pu démarrer, on a certains systèmes qui sont freinateurs de la myopie. Alors vous me direz, après tout, c'est juste le port de lunettes. Et non, c'est pas du tout juste le port de lunettes. C'est le fait que quand on est myope, quand on est adulte, on a un risque plus important de complications dues à la myopie. Et en particulier des complications qui peuvent faire diminuer parfois largement l'acuité visuelle, comme les problèmes de rétine, les problèmes de maculopathie, les problèmes de glaucome éventuellement associés, des problèmes d'écolement de rétine. Tout ça, c'est des choses compliquées, mais en tous les cas, c'est important de savoir qu'il peut y avoir des complications, d'où le fait que chaque dioptrie, c'est-à-dire chaque petite chose qu'on va pouvoir gagner va compter et va permettre d'avoir moins de risques d'avoir une complication. Donc il faut se battre pour les enfants pour qu'ils aient le moins de myopie possible. Alors justement, ces cas de myopie, cette évolution, elle est liée, j'imagine, à l'évolution de la société et au comportement, en l'occurrence, avec les écrans, les lumières artificielles. Tout à fait. Alors, on a cette espèce de pandémie en fait, de la myopie. C'est déjà caractérisé très rapidement en Asie. En Asie, les personnes sont plus myopes spontanément, mais probablement par l'environnement beaucoup plus, plus agressif en termes d'écran, en termes de non-activité à l'extérieur, a fait qu'il y a une pandémie en Asie qui va jusqu'à 90% des adultes jeunes myopes, par exemple dans des pays comme Singapour. Donc c'est quand même très inquiétant parce que ça prouve bien qu'il y a un problème de fond. Ce problème est d'ailleurs mondial, puisque nous avons eu la publication de Holden qui a démontré par une projection qu'en 2050, il y aurait près de la moitié de la population qui serait myope, ce qui est quand même assez énorme, avec une répartition qui n'est pas uniforme du tout. C'est-à-dire qu'en Australie, finalement, il y a très peu de myopes, et en Asie, on est jusqu'à 90%. C'est-à-dire que vous avez une prévalence en Australie qui va être entre 10 et 15%, alors qu'on va avoir 90% en Asie. Alors en Europe, on va être un petit peu à mi-chemin, mais on voit bien que ça augmente. Donc il est temps d'agir et il est temps vraiment de faire quelque chose d'efficace pour que justement nos enfants ne puissent pas devenir myopes de façon inconsidérée. Alors justement, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux parents ? Alors d'abord, il y a les premiers conseils qui sont assez simples. C'est, avant même d'ailleurs que la myopie puisse se développer, c'est que c'est bien d'avoir des enfants qui ont une activité extérieure tous les jours. Donc on dit qu'il faut qu'il y ait au moins 40 minutes et au mieux 2 heures par jour à l'extérieur.
Alors plus facile à faire quand on est dans le sud que quand on est en région parisienne par exemple. Mais enfin, en tous les cas, il faut essayer d'y penser. Et quand il est à l'extérieur, l'enfant, il ne faut pas non plus oublier d'avoir une protection solaire parce que il faut bien qu'il soit à l'extérieur, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop impacté par la lumière de façon trop négative par les UV. Donc ça, c'est déjà un premier conseil et qui peut se faire bien sûr à tout âge. Donc quand vous choisissez des sports pour les enfants, essayez de choisir plutôt des sports qui sont à l'extérieur, parce que faire du ping-pong, finalement c'est en salle, donc ça sert à rien. Et donc voilà, il faut penser à cela. La deuxième chose, c'est essayer de diminuer le temps d'écran. Dans notre société, c'est vraiment compliqué. Mais en tous les cas, pour les petits, il faut vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas les laisser sur un smartphone à 9 mois ou à 1 an, comme si c'était un jouet normal, parce que ça va avoir tendance vraiment à aggraver leurs problèmes. Et je pense qu'il y a vraiment un point très important à gérer de ce côté-là. En tous les cas, si vraiment, bien sûr, ils vont avoir quand même des activités sur écran, bien entendu, avec le confinement, on a vu qu'il y avait vraiment une aggravation. Et dans ces cas-là, on peut essayer au moins de réduire ce temps et d'autre part d'avoir un bon éclairage extérieur, un bon éclairage autour, avec une distance par rapport à l'écran qui est suffisante et non pas les yeux collés sur un écran. Donc privilégier les grands écrans, j'imagine. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Donc en résumé, avoir les étapes clés, suivre les étapes clés de l'évolution de la vision de l'enfant dès qu'il est tout petit, réagir à la moindre anomalie, je dirais, et diminuer les temps d'écran, utiliser des grands écrans de préférence, aller à l'extérieur, se protéger du soleil, enfin tout ce qu'on peut comprendre. Essayer d'avoir des activités pas trop intenses de près, c'est-à-dire que penser à distraire un peu l'enfant toutes les 20 minutes pour qu'il lève un peu le nez de son écran si c'est le cas, ou même de son travail. Donc ça, ce sont des mesures qu'on dit environnementales. Il y a aussi tout ce qui est lumière, parce qu'on sait que là aussi, certaines lumières bleues peuvent être toxiques. C'est difficile de bien exactement caractériser aujourd'hui cette toxicité. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours, mais en tous les cas, c'est sûr que la lumière bleue, à certaines longueurs d'onde, manifestement, n'est pas très bonne. Donc il faut privilégier bien sûr un bon éclairage, mais un éclairage indirect. Et ça, c'est très important, et non pas un éclairage direct qui sera non filtré, en fait, d'une certaine façon. Merci infiniment. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin, quelque chose à ajouter ? Un mot de la fin, en plus des mesures environnementales, eh bien, on a beaucoup d'autres traitements vraiment pour freiner la myopie. Donc il faut savoir y penser. Il y a des verres, des lentilles de contact, des gouttes même. Donc on sait qu'on a développé beaucoup de traitements pour ça. Et en tous les cas, on essaye d'avoir la meilleure santé visuelle pour nos enfants. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit podcast pour qu'on puisse effectivement diffuser cette information qui est essentielle pour les parents. Merci infiniment, docteur.